Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase attribuée à Nikola Tesla. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Elle circule partout. On la voit sur des images de galaxies, dans des vidéos inspirantes, dans des discours sur les énergies et les fréquences spirituelles. Elle semble donner une profondeur scientifique au contenu qui parle de vibrations positives, de taux vibratoires, de fréquences de guérison ou de connexion énergétique à l'univers. Et lorsque l'on entend ce type de message, il est fréquent de ressentir une forme d'accord intérieur. Quelque chose dans cette vision donne l'impression d'éclairer le monde sous un angle plus vaste, plus mystérieux, presque plus harmonieux. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans cette idée que tout serait vibration, que nos émotions auraient une fréquence propre, que notre conscience pourrait s'accorder à l'univers comme une corde qui résonne. Il n'est donc pas étonnant que ces vidéos rassemblent des millions de vues. Une multitude de témoignages circulent, certains disent percevoir des énergies, d'autres ressentir des changements d'humeur grâce à certaines musiques, d'autres encore affirment mieux dormir ou mieux gérer leur anxiété grâce à des fréquences particulières. Pour beaucoup, ces expériences sont authentiques, parfois transformantes. Et face à l'ampleur de ces récits, une question se pose naturellement. Est-ce que tout cela relève d'une illusion collective, ou existe-t-il réellement quelque chose là-dessous que la science n'aurait pas encore pleinement exploré? Pour répondre honnêtement, il faut commencer par reconnaître qu'une partie de cette intuition s'appuie sur des éléments bien réels. L'univers physique peut effectivement se décrire en termes d'énergie, d'ondes, de fréquences, de vibrations. Lorsque les physiciens étudient la matière, ils observent des particules en mouvement constant, des champs qui oscillent, des structures qui se transforment. La lumière est une onde dont la couleur dépend de sa fréquence. Le son est une succession de compressions de l'air, qui se propage en oscillations régulières. Même la matière solide, lorsqu'on l'observe à l'échelle atomique, n'est pas immobile, les atomes vibrent, les molécules oscillent, et ces mouvements déterminent en partie les propriétés que nous percevons. Le corps humain, lui aussi, est le siège d'activités vibratoires. Le cœur génère des impulsions électriques rythmiques. Le cerveau produit des oscillations mesurables, appelées ondes cérébrales, étudiées depuis les travaux de Hans Berger. Au début du XXe siècle, les fréquences alpha se manifestent davantage lors des états de détente, les fréquences bêta sont associées à la vigilance active, les fréquences θ apparaissent lors de la relaxation profonde ou de l'hypnagogie, et les fréquences gamma, dans certaines activités cognitives intenses. Ces phénomènes ne sont pas des spéculations spirituelles, ils sont mesurables par électroencéphalographie, observés en laboratoire, et documentés dans des milliers d'études. Nos sens eux-mêmes fonctionnent grâce à la vibration. Les tympans oscillent en réponse au son. Les cordes vocales vibrent pour produire la parole. Les muscles tremblent légèrement lorsqu'ils maintiennent une posture. Chaque cellule nerveuse communique à travers des impulsions électriques, qui suivent des rythmes particuliers. Sur ce plan, affirmer que le monde est rempli de vibrations n'est pas une analogie poétique, c'est une description fidèle de nombreux phénomènes, physiques et biologiques. Mais ce n'est pas tout. Les vibrations que nous percevons, sous forme de son, ont un impact profond sur notre organisme. La musique, par exemple, influence le système nerveux autonome. Des travaux en psychologie et neurosciences montrent que certaines compositions musicales peuvent réduire les marqueurs physiologiques du stress. En 2013, une équipe dirigée par Mélanie Thomas a observé une diminution mesurable du cortisol chez des participants ayant écouté une musique relaxante après une tâche stressante. D'autres recherches, comme celle publiée par l'American Music Therapy Association, indiquent que la musique peut moduler la fréquence cardiaque, apaiser l'anxiété et modifier la perception de la douleur. Lorsque vous écoutez une mélodie émouvante, ce ne sont que des vibrations dans l'air, mais elles modifient votre respiration, influencent la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine, et peuvent activer des zones du système limbique, impliquées dans l'émotion. Rien de tout cela ne relève de la croyance, ce sont des phénomènes physiologiques observables. D'autres pratiques utilisent également le son, bol chantant, diapason thérapeutique, paysage sonore immersif, ou encore les battements binauraux, qui consistent à envoyer deux fréquences différentes à chaque oreille, afin de créer une interférence perçue par le cerveau. Les études sur ce sujet sont contrastées. Certaines, comme celle publiée en 2019 par Garcia RJB et collaborateurs, suggèrent un effet possible sur l'anxiété ou l'attention, alors que d'autres ne trouvent pas de résultats significatifs.
Dans tous les cas, les effets observés, lorsqu'ils existent, concernent principalement l'état émotionnel, la relaxation ou la concentration, et ne permettent pas de conclure à des transformations profondes de la biologie cellulaire ou de l'ADN. Pour autant, de nombreuses personnes rapportent avoir vécu de véritables changements grâce à ces pratiques. Et leur ressenti mérite une écoute sincère. Méditer avec une ambiance sonore apaisante, respirer profondément, s'allonger dans un environnement calme, se sentir accueilli par une personne bienveillante, tout cela influence réellement le système nerveux. Le corps se détend, les tensions diminuent, la perception du stress s'atténue. Une personne peut donc ressentir une amélioration authentique sans que cela nécessite un mécanisme vibratoire au sens spirituel. À ce stade, on comprend pourquoi tant de personnes trouvent ces approches séduisantes. Elles reposent sur des éléments vrais et des expériences subjectives fortes. Mais si l'on veut aller plus loin, il faut faire preuve d'une exigence particulière, distinguer ce qui est établi, de ce qui relève de l'interprétation. Lorsque cette exigence apparaît, un mouvement intérieur se produit, on commence à examiner non seulement ce que l'on ressent, mais aussi ce que l'on sait réellement, ce que l'on peut démontrer, ce que les expériences confirment. Cette démarche n'enlève rien à la beauté d'un ressenti, mais elle permet de ne pas confondre l'émotion qu'une pratique suscite avec l'idée que cette pratique révélerait une loi universelle encore cachée. À partir de là, l'exploration devient plus subtile, plus nuancée, et paradoxalement plus riche. Le premier point qui exige cette clarté est la citation attribuée à Tesla. Elle est omniprésente, répétée comme un mantra, utilisée pour légitimer toute une vision du monde. Pourtant, lorsqu'on examine ses écrits, ses conférences, et sa correspondance, cette phrase n'apparaît nulle part. Les spécialistes de son œuvre, dont les travaux sont publiés par la Tesla Society ou par les chercheurs historiens, comme Mark Seifer, n'en trouvent aucune trace dans les archives connues. Cela ne retire rien à l'immense contribution de Tesla à l'étude des phénomènes électriques et vibratoires, mais cela rappelle une chose essentielle, il est très facile de s'approprier l'aura d'un scientifique, pour donner du poids à une idée, qui ne repose pas sur ses travaux. Le détournement existe également autour de la physique quantique. La mécanique quantique décrit le comportement de particules microscopiques avec une précision remarquable. Les notions d'intrication, de fonction d'onde, de probabilité d'état, sont issues de décennies de recherches expérimentales et théoriques. Elles ne parlent pas de conscience humaine, ni d'intention, ni d'élévation spirituelle. Lorsque des vulgarisateurs sérieux comme Carlo Rovelli ou Sean Carroll expliquent la physique quantique, ils insistent sur cette distinction. Les concepts quantiques appartiennent à un langage mathématique extrêmement précis, et leur transférer un sens psychologique ou cosmique demande un saut que rien ne justifie. Le problème n'est pas que ces images soient fausses en elles-mêmes, mais qu'elles soient présentées comme des vérités scientifiques, plutôt que comme des métaphores. Lorsqu'on affirme que la conscience modifie la réalité quantique, ou que nos émotions influencent la structure de l'univers par vibration, on franchit une frontière, on quitte le domaine du mesurable, pour entrer dans celui de l'interprétation personnelle. Et franchir cette frontière n'est pas dangereux en soi, tant que l'on garde la lucidité, de reconnaître que l'on parle alors d'une croyance, d'une vision poétique, d'un récit symbolique, et non d'un fait démontré. La même vigilance s'impose lorsqu'on aborde l'idée d'un taux vibratoire. Dans de nombreux discours, ce concept est présenté comme une donnée presque objective, une sorte de mesure interne de notre état spirituel, que certaines pratiques permettraient d'élever. Pourtant, aucune discipline scientifique ne reconnaît l'existence d'un tel indicateur. Il n'existe pas d'unité physique associée à ce taux, pas d'appareil validé pour le mesurer, pas de publication scientifique reproductible, qui en confirmerait l'existence. Les unités parfois évoquées, comme celles proposées par André Bovy dans les années 1930, ne sont pas fondées sur des phénomènes mesurables, et ne sont utilisées dans aucun laboratoire de physique ou de biologie. Cela ne signifie pas que les personnes qui se sentent plus légères, mieux alignées, plus ouvertes après une pratique se trompent. Leur vécu est réel. Mais l'idée qu'il correspondrait à un indicateur universel, comparable d'une personne à l'autre n'a, aujourd'hui, aucun fondement empirique. Ce décalage entre ressenti authentique et prétention scientifique est l'une des sources principales de confusion dans ce domaine. Il en va de même, pour les auras ou les champs énergétiques invisibles, censés entourer le corps humain. De nombreuses traditions spirituelles s'y réfèrent. Elles décrivent des couches, des couleurs, des flux, et ces descriptions peuvent avoir une valeur psychologique ou symbolique.
Cependant, malgré des décennies de tentatives, aucune mesure instrumentale n'a permis d'identifier un champ énergétique humain, doté de propriétés spécifiques, indépendantes des phénomènes biologiques connus, comme la chaleur, le rayonnement infrarouge, ou les champs électromagnétiques, extrêmement faibles produits par les activités cardiaques et cérébrales. Ces derniers sont bien réels, enregistrés par électrocardiographie ou magnétocardiographie, mais ils n'ont rien à voir avec l'aura, telle qu'elle est décrite dans les discours ésotériques. Aucun instrument n'a détecté un champ capable de révéler l'état émotionnel ou spirituel d'une personne. Là encore, il n'est pas possible d'affirmer que ces champs n'existent pas, on peut seulement dire que rien ne permet aujourd'hui de confirmer leur réalité objective. Pour comprendre pourquoi certains témoignages sont si convaincants, il faut s'intéresser à ce qui, dans les pratiques énergétiques, agit réellement sur l'être humain. Plusieurs mécanismes sont bien documentés. Le premier concerne la relaxation induite par le contexte, une pièce calme, une lumière douce, une personne qui vous accueille et vous accorde une attention entière, un rituel, qui marque le début d'un moment consacré à soi. Ces éléments suffisent souvent à activer le système nerveux parasympathique, celui qui favorise la détente, ralentit le rythme cardiaque et diminue la production d'hormones du stress. Le deuxième mécanisme relève de la relation interpersonnelle. Être écouté, toucher doucement une partie du corps, prononcer des paroles rassurantes ou apaisantes, tout cela exerce une influence profonde. Les travaux de psychologues, comme Carl Roger, ont montré à quel point la présence empathique, l'écoute attentive et la confiance modifient l'expérience émotionnelle d'une personne. Lorsque ces éléments se combinent à un rituel sonore ou vibratoire, l'effet ressenti peut être très puissant. Un troisième mécanisme réside dans ce que l'on appelle l'effet placebo, un terme souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'un simple effet imaginaire, mais d'un phénomène psychobiologique, dans lequel l'attente d'un bénéfice modifie effectivement la manière dont le cerveau traite la douleur, le stress ou l'émotion. Des études en neuroimagerie ont montré que le placebo peut activer les mêmes circuits que certains analgésiques réels. Lorsque l'on croit qu'une fréquence sonore va apaiser l'anxiété, cette conviction peut déclencher des réactions physiologiques concrètes. Il est donc parfaitement possible de ressentir un mieux-être profond à travers une pratique vibratoire, même si le mécanisme invoqué pour l'expliquer n'est pas exact. Ce mieux-être ne doit jamais être ridiculisé. Il témoigne du fait que le corps humain est sensible, réactif, malléable, et que certains environnements nous permettent d'accéder à des états intérieurs, plus apaisés ou plus cohérents. Ces effets réels ne prouvent pas l'existence de champs invisibles ou de vibrations spirituelles mesurables, mais ils montrent à quel point l'expérience humaine est influencée par l'environnement, l'attention, les attentes et les états internes. Lorsque quelqu'un dit qu'une séance vibratoire lui a permis de relâcher une tension ancienne ou de retrouver un sommeil plus profond, cette expérience n'a rien d'illusoire, elle traduit une modification concrète de l'activité du système nerveux, du rythme respiratoire, de la perception corporelle. Ce sont des processus connus, étudiés, observables, qui ne nécessitent pas d'invoquer des forces encore inconnues pour être compris. L'un des aspects les plus puissants de ces pratiques réside dans la façon dont elles modifient la relation que nous entretenons avec notre propre corps. Beaucoup de personnes vivent dans un état de tension permanente, souvent sans même s'en rendre compte. Les muscles du visage restent contractés, les épaules légèrement relevées, la respiration superficielle, l'esprit fragmenté par un flot constant de stimuli. Dans cet état, il suffit parfois d'un cadre propice, un son qui ralentit le rythme intérieur, une lumière douce, un contact rassurant pour induire un basculement. Le corps se relâche, les pensées deviennent moins intrusives, les sensations internes plus accessibles. Ce changement, même s'il ne révèle pas une vibration cosmique, peut être profondément libérateur. Ces expériences produisent aussi un autre effet, plus subtil, elles redonnent à certaines personnes l'impression d'habiter leur corps, de ressentir à nouveau quelque chose qu'elles avaient perdu. Dans une société où l'attention est constamment externalisée, retrouver cette sensation d'unité intérieure peut être vécu comme un moment de vérité. Ce sentiment de présence accrue peut donner l'impression d'être aligné, recentré, énergétiquement plus ouvert. Même si ces mots ne décrivent pas un phénomène mesurable, ils expriment fidèlement une transformation subjective, réelle et précieuse. Le défi commence lorsque l'on tente de transformer cette expérience intime en théorie universelle. Il y a une différence fondamentale entre dire « je me sens mieux quand j'écoute ces sons » et affirmer « ces sons modifient ma fréquence vibratoire profonde, laquelle s'accorde ensuite avec l'univers ».
Dans le premier cas, il s'agit d'un constat honnête, fondé sur le vécu. Dans le second, d'une affirmation qui dépasse largement ce que l'on sait. Pour qu'une théorie soit considérée comme vraie, il ne suffit pas qu'elle semble intuitive, ou qu'elle produise un ressenti positif. Il faut qu'elle s'appuie sur des observations reproductibles, des mesures, des expériences indépendantes. Et pour l'instant, aucune donnée solide ne vient confirmer l'existence d'un tel mécanisme vibratoire spirituel. Cela n'empêche pas les questions profondes de demeurer. Certaines d'entre elles sont légitimes. La science ne comprend pas encore tout, elle ignore encore comment la conscience émerge de la matière, quelles sont les propriétés ultimes du vide quantique, ou comment unifier les lois qui gouvernent le très grand et le très petit. Ces zones d'ombre laissent inévitablement place à la spéculation et à l'imagination. Il est possible qu'il existe des dimensions de la réalité que nous n'avons pas encore les outils pour percevoir ou mesurer. Il est donc raisonnable de garder une attitude ouverte face à ce que l'avenir pourrait révéler. Mais une ouverture authentique ne consiste pas à remplir l'inconnu avec des certitudes imaginées. Elle consiste plutôt à reconnaître ce que l'on sait, ce que l'on ignore, et ce qui reste à explorer. C'est une position plus humble, mais aussi plus féconde. Elle permet d'apprécier les expériences intérieures sans les transformer en dogmes, d'accueillir les sensations fortes sans en faire des lois universelles, de garder un esprit curieux sans renoncer à la rigueur. C'est dans cette nuance que s'ouvre un chemin plus mature. L'univers, tel que la science le décrit aujourd'hui, est déjà d'une étrangeté vertigineuse. Les particules se comportent comme des ondes, les champs quantiques vibrent en permanence même dans le vide, les forces fondamentales semblent liées par des symétries encore mal comprises, et la matière visible ne représente qu'une petite fraction du cosmos. Ce tissu de phénomènes dépasse largement notre intuition. On pourrait presque dire qu'il est déjà assez mystérieux pour nourrir des milliers de récits symboliques, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter des mécanismes imaginés. Le cerveau humain, lui aussi, est un territoire immense et encore largement inexploré. La façon dont les émotions se construisent, dont les souvenirs se stabilisent, dont la conscience se manifeste, représente encore un défi majeur pour les neurosciences. Dans ce vaste champ d'ignorance, il serait étrange de ne pas ressentir parfois l'impression que quelque chose nous dépasse. Mais entre ressentir l'immensité du mystère et lui attribuer des lois précises, il y a un pas qu'il faut apprendre à reconnaître. Lorsque l'on adopte cette posture, les pratiques vibratoires peuvent retrouver leur juste place. Elles ne sont pas des révélations cosmologiques, mais des outils intérieurs. Elles aident à réduire le stress, à apaiser le système nerveux, à améliorer la perception corporelle, à créer un espace où les émotions peuvent circuler plus librement. Elles peuvent accompagner une démarche de mieux-être, soutenir une introspection, favoriser un retour au calme. Elles peuvent être intégrées à une hygiène de vie plus large, aux côtés de la méditation, du mouvement, de la respiration, de l'art, du contact avec la nature. Mais elles n'ont pas besoin d'être enveloppées dans un discours pseudo-scientifique pour être précieuses. Leur valeur n'a rien à voir avec leur capacité supposée à modifier la structure profonde de l'univers. Elles résident dans leur effet sur le corps, l'esprit, et la manière dont elles transforment notre rapport à nous-mêmes. Lorsque cette distinction est admise, quelque chose s'éclaircit. On comprend que la profondeur d'une expérience intérieure n'a pas besoin d'être projetée à l'extérieur pour exister. Lorsqu'une personne sort d'une séance, d'une méditation sonore ou d'un rituel vibratoire, en disant qu'elle se sent plus stable, plus vivante ou plus apaisée, son témoignage décrit une transformation intérieure authentique. Ce témoignage n'a pas besoin d'être transformé en preuve cosmique pour avoir de la valeur. Il dit quelque chose de vrai, mais cette vérité se situe dans le champ de l'expérience humaine, pas dans celui des lois physiques. Et c'est peut-être là que le malentendu commence. Beaucoup assimilent ça me fait du bien à, cela révèle la structure de l'univers. Pourtant, entre un apaisement psychologique et une assertion métaphysique, l'écart est immense. Ce n'est pas un problème d'enthousiasme, c'est une question de précision. La science n'a jamais été l'ennemi de l'expérience intérieure. Elle n'a pas pour rôle de nier ce que nous ressentons. Mais elle demande que l'on distingue entre ce qui peut être démontré dans des conditions reproductibles et ce qui relève du domaine subjectif, symbolique ou intuitif. Lorsque l'on garde cette distinction vivante, la quête spirituelle devient paradoxalement plus profonde. On n'a plus besoin de prouver l'existence d'un champ vibratoire universel pour donner un sens à ce que l'on vit.
On peut accueillir les sensations, les états de conscience modifiés, les moments d'unité intérieure, comme des expériences humaines riches, sans leur imposer un système explicatif rigide. Cette liberté permet une exploration plus sincère, moins contrainte, plus ouverte. Car au fond, ce que beaucoup cherchent à travers les discours sur les vibrations ou l'énergie, ce n'est pas une théorie scientifique, c'est une manière d'exprimer un vécu intérieur. Lorsqu'une personne dit qu'elle vibre plus haut, elle exprime souvent quelque chose de tout à fait concret, une clarté retrouvée, une meilleure gestion des émotions, une diminution de l'anxiété, une sensation de fluidité dans sa vie. Ces descriptions sont valables en tant que telles. Ce qu'elles perdent en précision scientifique, elles le gagnent parfois en puissance expressive. Mais dès qu'on les présente comme des faits physiques mesurables, on quitte le terrain de l'expérience vécue, pour entrer dans celui de l'affirmation objective, et c'est là que la confusion s'installe. Le véritable défi de notre époque n'est donc pas de choisir entre la science et la spiritualité, mais d'apprendre à reconnaître les frontières de chacune. La science explore ce qui peut être mesuré, testé, mis à l'épreuve. La spiritualité explore ce qui se vit intérieurement, ce qui touche au sens, à la présence, à la relation que l'on entretient avec soi-même et avec le monde. Ces deux dimensions ne s'opposent pas, elles se complètent. Mais elles ne doivent pas être confondues. Il est possible d'aimer les pratiques vibratoires pour ce qu'elles apportent, tout en gardant la lucidité de reconnaître qu'elles ne démontrent pas des lois cachées du cosmos. Il est possible d'être touché par une musique, d'entrer dans un état de cohérence intérieure, de ressentir une harmonie profonde, sans en déduire que l'on a modifié son champ énergétique. Il est possible d'être ému par la beauté mystérieuse de l'univers, sans l'interpréter à travers des concepts non démontrés. Cette capacité à tenir ensemble l'ouverture et la rigueur est une forme de maturité. Elle permet de goûter pleinement à l'émerveillement, sans se perdre dans la crédulité. Elle offre un cadre où la science peut continuer à progresser, tout en laissant la place aux questions existentielles que la science ne peut pas trancher. Elle protège l'intégrité de la connaissance, tout en respectant la profondeur de l'expérience humaine. Et peut-être que c'est là, justement, que se niche une forme d'équilibre précieux. L'univers est suffisamment vaste, complexe et étrange pour que nous puissions y projeter toutes sortes de récits symboliques. Rien ne nous empêche d'y voir des images, des correspondances, des métaphores intérieures. Mais il est possible de le faire, sans transformer ces images en vérité factuelle. On peut accueillir la poésie du monde, sans la confondre avec sa structure physique. L'être humain a besoin de sens autant qu'il a besoin d'explications. Il a besoin d'émotions autant que de connaissances. Il a besoin de pratiques qui apaisent autant que de théories qui instruisent. Lorsque ces besoins sont confondus, la confusion s'installe. Lorsqu'ils sont distingués, un espace plus vaste s'ouvre, un espace où l'on peut chercher, ressentir, expérimenter, apprendre, sans déformer ce que l'on sait, et sans étouffer ce que l'on vit. Dans cet espace, une idée simple s'impose. Nous ne comprenons pas encore tout. La science n'a pas dévoilé tous les mystères de la conscience. Elle n'a pas exploré toutes les dimensions potentielles de la réalité. Mais ce n'est pas parce qu'un phénomène nous touche profondément qu'il prouve l'existence d'une structure cachée. Ce n'est pas parce qu'une expérience semble lumineuse qu'elle révèle un mécanisme nouveau. Ce n'est pas parce que quelque chose est ressenti comme vrai qu'il devient forcément une loi universelle. Reconnaître cela n'enlève rien à la beauté de l'expérience humaine. Au contraire, cela lui rend sa véritable place. Lorsque l'on cesse d'imposer des explications douteuses à ce qui nous émeut, une autre forme de vérité apparaît, plus discrète, mais plus stable, moins spectaculaire, mais plus authentique. Alors, que reste-t-il de la phrase attribuée à Tesla, une fois que l'on a dissipé le mythe? Pas grand-chose, si l'on parle de faits. Mais si l'on parle de symboles, il reste quelque chose d'important, l'idée que l'univers est dynamique, vibrant, en mouvement permanent, et l'idée que l'être humain, dans sa quête de sens, ressent parfois une correspondance intérieure avec ce mouvement. Cette correspondance n'a pas besoin d'être mesurée pour exister. Elle n'a pas besoin d'être prouvée pour être ressentie. Elle n'a pas besoin d'être justifiée scientifiquement pour toucher quelqu'un. Mais elle n'a pas non plus à se déguiser en science pour être légitime. On peut donc dire, sans contradiction et sans confusion. Les pratiques vibratoires peuvent apaiser, soutenir, clarifier, transformer une vie intérieure. Mais, elles n'établissent pas l'existence de fréquences spirituelles mesurables, ni de vibrations cosmiques conscientes. La véritable force, peut-être, consiste à tenir les deux bouts.
garder le cœur ouvert à ce que l'on vit, et l'esprit clair sur ce que l'on affirme. C'est dans cette posture que se trouve une forme de hauteur intérieure, non pas parce qu'elle prétend dépasser les autres, mais parce qu'elle permet d'habiter pleinement l'expérience humaine, sans la déformer. Une hauteur qui ne dépend pas de fréquences cachées, mais d'une qualité de présence. Une hauteur qui ne s'exprime pas en hertz, mais en lucidité, en curiosité, en profondeur. Une hauteur qui reconnaît le mystère sans le travestir, et la connaissance sans l'idolâtrer. Dans un univers que nous comprenons à peine, cette hauteur-là est peut-être l'une des plus belles vibrations que nous puissions porter. Lorsque l'on accepte pleinement cette distinction entre ce que l'on ressent et ce que l'on peut démontrer, une transformation plus discrète, mais plus profonde, s'opère dans la manière de regarder le monde. On cesse de chercher dans les lois de l'univers la confirmation immédiate de ses émotions, et l'on cesse d'exiger de ces émotions qu'elles expliquent l'univers. Cette séparation apaise. Elle permet à chacun de retrouver un espace intérieur où les expériences, au lieu de servir d'arguments, peuvent redevenir ce qu'elles sont, des traces sensibles, des appels, des invitations à mieux se comprendre. Et cette compréhension s'élargit lorsque l'on se souvient que le réel, même dans ses aspects connus, dépasse déjà de loin ce que notre intuition peut embrasser. L'univers observable s'étend sur des milliards d'années-lumière. Les particules apparaissent et disparaissent, les champs fluctuent, les galaxies se déplacent dans un mouvement silencieux, qui dure depuis des milliards d'années. Rien, dans tout cela, ne correspond à nos catégories spontanées. Et pourtant, c'est dans ce monde-là que nous vivons, dans ce monde-là que nous aimons, dans ce monde-là que nous cherchons des repères. Cette prise de conscience ouvre une autre manière de s'approcher du mystère. Au lieu de le remplir de réponses prématurées, on peut apprendre à l'habiter. Au lieu de vouloir absolument ramener le cosmos à notre mesure, on peut accepter de grandir intérieurement pour mieux l'accueillir. Cette croissance n'est pas une élévation vibratoire, au sens où certains l'entendent, mais une élévation de la capacité à tenir la complexité, l'incertitude, l'ambiguïté. Elle consiste à résister à la tentation des explications trop simples, et à accueillir les questions que l'on ne peut pas encore résoudre. Dans cette posture, les pratiques vibratoires, sonores, méditatives, reprennent une fonction nouvelle. Elles ne servent plus à dévoiler des vérités cachées, mais à soutenir la lucidité. Elles deviennent des moments où l'on réapprend à écouter, à respirer, à ralentir. Elles ne prétendent plus expliquer l'univers, elles nous aident seulement à mieux habiter notre propre vie. Et peut-être est-ce là qu'elles trouvent leur force véritable, non dans leur capacité à décrire le cosmos, mais dans leur capacité à transformer la manière dont nous nous relions à nous-mêmes. Cette transformation s'observe dans des gestes simples. Une personne sort d'une expérience sonore avec la sensation d'une respiration plus ample, ce n'est pas une vibration cosmique qui se manifeste, mais un apaisement du système nerveux. Une autre décrit une clarté nouvelle, il ne s'agit pas d'une fréquence ésotérique qui s'active, mais d'un moment où l'esprit cesse de se disperser. Quand quelqu'un dit qu'il se sent aligné, cela traduit souvent une cohérence intérieure retrouvée, un accord plus net entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Il n'y a rien de spectaculaire dans ces mécanismes, mais il y a quelque chose de profondément humain. Il montre que le sens ne se trouve pas en cherchant des vibrations secrètes, mais en apprenant à écouter ce qui se passe réellement en soi. Cette écoute n'a rien de mystique. Elle demande de la patience, de l'attention, de l'honnêteté. Elle demande parfois le courage de traverser des zones d'inconfort, de reconnaître des tensions, de regarder en face certaines illusions. Elle demande une maturité que ne remplacera jamais aucune fréquence sonore. Et c'est pourtant cette maturité qui donne du relief à l'existence. Lorsqu'on cesse d'attendre d'une méthode extérieure qu'elle nous transforme de façon magique, on commence à reconnaître la responsabilité intime que l'on a dans sa propre vie. Cette reconnaissance n'est pas un fardeau, elle est une libération. Elle montre que chacun possède des leviers réels, la capacité d'apprendre, de s'apaiser, de réfléchir, d'aimer, de se remettre en question. Ce sont ces leviers, et non des mécanismes vibratoires invisibles, qui transforment une existence. La curiosité peut alors prendre une forme nouvelle. Elle ne cherche plus des certitudes prématurées, mais des questions fécondes. Elle ne cherche plus à se protéger de l'inconnu, en l'habillant de réponses simples, mais à entrer en relation avec cet inconnu. Et c'est peut-être là que se trouve un véritable espace spirituel, non dans l'affirmation de théories non démontrées, mais dans la manière dont on se tient, face à ce qui échappe encore à la compréhension. Dans cet espace, la science et la spiritualité cessent de s'affronter.
La science explore le monde extérieur, et la spiritualité explore le monde intérieur. La science cherche à comprendre ce qui est, la spiritualité cherche à comprendre ce que cela signifie pour nous. Elles ne parlent pas la même langue, mais elles peuvent coexister sans se contredire, si l'on cesse de demander à l'une ce que seule l'autre peut offrir. Ce qui demeure, alors, n'est pas une opposition, mais une complémentarité. La science apporte la rigueur, la précision, la méthode. Elle nous protège des illusions, des raccourcis, des confusions. La spiritualité apporte la profondeur, la sensibilité, l'intuition. Elle nous aide à donner sens à ce que nous vivons. Entre les deux, il existe un pont, la capacité humaine, à tenir plusieurs niveaux de réalité, sans les confondre. Ce pont n'est pas une vibration mesurable, mais une qualité intérieure. Il n'a rien à voir avec un taux vibratoire secret, il tient plutôt à notre aptitude, à être lucide et sensible à la fois. C'est une forme d'ouverture qui ne sacrifie pas la clarté. Une forme de profondeur qui ne renonce pas à l'honnêteté. Une forme de sensibilité qui n'a pas besoin de se déguiser en théorie pour exister. Dans cette perspective, la question initiale se transforme. Elle n'est plus. Est-il vrai que l'univers fonctionne selon des vibrations spirituelles cachées? Elle devient plutôt. Qu'est-ce que cette idée, lorsqu'elle nous touche, dit de nous-mêmes? Que révèle-t-elle de notre besoin d'unité, de sens, de présence? Et c'est là, peut-être, que se trouve l'essentiel. Ce besoin n'a rien d'irrationnel. Il est profondément humain. Ce que nous cherchons, la plupart du temps, ce n'est pas une théorie, c'est une manière d'être au monde. Une manière de nous sentir reliés, d'apaiser nos tensions, de retrouver un axe intérieur. Une manière d'habiter notre propre vie, avec plus de clarté, et moins de fragmentation. Aucune vibration cosmique n'est nécessaire pour cela. Mais une présence intérieure, elle, l'est parfois. Et cette présence, n'a pas besoin d'être expliquée par des fréquences, pour devenir une force. Elle se cultive, dans la manière dont nous regardons le monde, dont nous écoutons ce que nous ressentons, dont nous apprenons à distinguer ce qui est vrai, de ce que nous aimerions qu'il soit. Elle se manifeste, chaque fois que l'on choisit de rester honnête face à soi-même, même lorsque, la simplicité des récits tout faits, serait plus confortable. Si l'univers possède une vibration profonde, elle n'est peut-être pas faite de fréquences mesurables. Elle est peut-être faite de cette tension intérieure entre la lucidité et l'émerveillement. Entre l'exigence de vérité et la capacité d'être touché. Entre la rigueur et la sensibilité. C'est dans cet équilibre que réside l'une des formes les plus authentiques de vibration humaine, celle qui nous permet d'être pleinement vivants, pleinement conscients, et pleinement présents dans un monde que nous ne comprenons pas encore entièrement.